Imaginez être trahi par les mêmes mains en qui vous avez aveuglément confiance, un coup dans le dos porté par ceux que vous considérez comme vos alliés les plus fidèles. C'est l'histoire de Jules César, un homme dont l'accession au pouvoir a ébranlé Rome dans ses fondations, mais dont la chute a été encore plus dévastatrice. Ce n'est pas dans une bataille glorieuse qu'il trouva sa fin, mais dans le silence froid du Sénat, entouré de trahison et de sang. Il y eut 44 coups, chacun rempli d'envie, de peur et de désir de pouvoir. César, l'homme qui a réécrit l'histoire de Rome, a été brutalement arraché à sa vie par ceux-là même qui l'a élevé. Mais pourquoi ses propres amis l'ont-ils trahi? Quel était réellement l'enjeu? Dans cette histoire de mystère et de trahison, nous plongerons dans le moment où Rome a changé pour toujours, où le sang de César a scellé le destin d'un empire. Jules César, l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire, portait sur ses épaules le poids de toute une civilisation. Son nom résonnait dans tous les coins de Rome, mais parallèlement à sa renommée, les troubles grandissaient également parmi ceux qui l'entouraient. Il traversait la ville avec l'allure d'un leader imbattable, mais dans les coulisses, les graines de sa chute étaient déjà semées. César était considéré par beaucoup comme le héros qui allait transformer Rome, mais pour d'autres, il devenait une menace, un mystère de l'histoire sur le point d'être résolu. Et ainsi, sa trajectoire a commencé à s'écrire dans le sang et la trahison. Le pouvoir de César ne provenait pas seulement de ses compétences militaires, mais de quelque chose de bien plus profond, le lien qu'il entretenait avec le peuple. Il n'était pas seulement un général, c'était un homme qui, grâce à ses réalisations, portait l'espoir de millions de personnes. Cependant, en s'élevant au-dessus de ses pairs, il signait par inadvertance son propre arrêt de mort. La curiosité de l'histoire nous amène à nous demander, était-il un héros destiné à tomber? Ou sa gloire était-elle si grande que la peur des autres l'enfermait? En essayant de comprendre cette dynamique, on se rend compte que, souvent, le destin ne pardonne pas à ceux qui volent trop près du soleil. À l'intérieur du Sénat, les murmures de conspiration devenaient de plus en plus forts. Les alliés sont devenus des ennemis et la méfiance a prévalu. L'histoire de César n'était pas seulement une chronique de conquête, mais aussi d'envie et de trahison. Les hommes qui l'avaient autrefois applaudi le regardaient maintenant avec un mélange de peur et de jalousie. Le mystère de l'histoire ici n'est pas seulement le pouvoir qu'il a acquis, mais aussi la façon dont ceux qui l'entourent ont permis à ce pouvoir de croître, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour le contrôler. Et c'est là que commence la tragédie. Entre les colonnes de marbre du Sénat, une question flottait dans l'air. César était-il un dictateur tyrannique ou simplement un visionnaire qui osait rêver trop grand? Ce doute attise les flammes de la révolte, tandis que César lui-même, inconscient du danger, se dirige vers sa destination finale. Un destin qui non seulement marquera la fin de sa vie, mais qui changera à jamais le cours de Rome. L'agitation grandissait parmi ses alliés, et bientôt le premier coup serait porté, ouvrant la voie à l'une des plus grandes trahisons de l'histoire. Dès son plus jeune âge, Jules César fait preuve d'une ambition sans faille. Né dans une famille patricienne, il avait déjà une certaine attente sur les épaules, mais il ne se contentait pas de suivre la voie traditionnelle de l'aristocratie romaine. Sa jeunesse a été marquée par une recherche incessante de pouvoir et de reconnaissance, un désir qui le pousse à se démarquer à chaque pas qu'il entreprend. Dans un monde d'intrigues politiques et de batailles constantes, il voyait des opportunités là où d'autres voyaient des obstacles. C'est ainsi que le jeune César commença à façonner son destin, en traçant un chemin qui, dès le début, était immergé dans le mystère de l'histoire. Les premières campagnes militaires de César furent le moment où son talent de leader commença à briller. Il se démarque par son courage et son intelligence sur le terrain, menant ses troupes à des victoires mémorables. Son charisme était indéniable et il ne lui fallut pas longtemps pour gagner la confiance des soldats et des commandants. Cependant, le véritable mystère de l'histoire de César résidait dans sa capacité à transformer ses victoires militaires en pouvoir politique. Il savait qu'à Rome, gagner le cœur des hommes était aussi important que conquérir les champs de bataille. Au Sénat,
la figure de César commençait déjà à avoir un impact. Le jeune général devenait plus qu'un simple soldat. Il se révélait un stratège naturel, non seulement au combat, mais aussi dans les arènes politiques. Son charisme attirait des alliés puissants, des hommes qui voyaient en lui la clé d'un grand avenir à Rome. Cependant, le soutien est également venu avec l'envie. Et cette envie, plantée dans le cœur de ceux qui craignaient son ascension, serait le prélude à une conspiration à venir. L'histoire de Jules César commença à s'articuler autour de la méfiance. Et puis vint le triomphe au Sénat. César, grâce à sa capacité à négocier et à manipuler, commença à façonner Rome à son image. Mais comme toute ascension fulgurante, celle-ci a aussi suscité la peur. Il était en train de passer du statut de simple jeune homme ambitieux à celui de devenir une véritable menace pour ceux qui ne pouvaient pas voir au-delà de leurs propres ambitions. Cependant, la tragédie était encore lointaine, et l'histoire, avec ses énigmes et ses rebondissements, montrera que chacune des victoires de César fut aussi le germe de sa chute éventuelle. La création du premier triumvirat était une démarche audacieuse et inattendue. Jules César, Pompée et Crassus, trois des personnages les plus puissants de Rome, ont uni leurs forces dans une alliance qui promettait de gouverner la ville d'une main ferme. Mais cette alliance fut dès le départ fragile, bâtie sur le fondement d'ambitions individuelles. Chacun d'eux avait sa propre vision de ce que devait être Rome, et cette disparité présageait des tempêtes à venir. Le mystère de l'histoire résidait ici dans la question. Comment trois hommes si différents ont-ils réussi, l'espace d'un bref instant, à œuvrer ensemble pour le pouvoir? Bien que l'union ait été célébrée comme un moment de stabilité pour Rome, les tensions au sein du triumvirat sont rapidement devenues évidentes. Pompée, le général victorieux, et Crassus, l'homme le plus riche de Rome, ne partageaient pas la même vision politique que César. Les réunions, autrefois marquées par des promesses de grandeur, se sont rapidement transformées en champs de bataille des égaux. Les amis sont devenus des rivaux silencieux, et chaque décision prise par le triumvirat ouvrait davantage de terrain à la méfiance. L'énigme de l'histoire n'était pas seulement la fragilité de cette alliance, mais aussi combien ses membres étaient prêts à se sacrifier pour leurs propres intérêts. Au fil du temps, le triumvirat a commencé à se fragmenter. César, toujours le plus perspicace, a vu les fissures de l'alliance, mais il a aussi vu les opportunités. Il savait que pour contrôler Rome, il lui faudrait vaincre non seulement ses ennemis extérieurs, mais aussi ceux qu'il avait autrefois appelés ses alliés. Les jeux de pouvoir au sein du triumvirat devenaient plus dangereux et, à chaque étape, la guerre civile semblait plus inévitable. C'était une course silencieuse pour savoir qui sortirait vainqueur, et César n'avait pas l'intention de finir deuxième. Et ainsi, la rupture imminente approchait. Les ambitions personnelles de Pompée et de Crassus étaient sur le point d'entrer en collision avec celles de César. La voie vers la guerre civile était tracée, et Rome, sans le savoir, se dirigeait vers une confrontation qui changerait à jamais son histoire. Ce qui a commencé comme une alliance prometteuse allait bientôt devenir le déclencheur d'une lutte pour le contrôle absolu. Et le sort de César était déjà lié à l'échec d'un accord qui n'aurait jamais dû être conclu. La conquête de la Gaule est l'événement qui a transformé Jules César d'un général respecté en une véritable légende. Lorsqu'il partit en campagne, beaucoup n'imaginaient pas l'impact que ces victoires auraient sur l'avenir de Rome. Mais César, avec sa vision stratégique et sa détermination sans faille, fit de la Gaule le théâtre de son ascension définitive. La brutalité avec laquelle il menait les batailles et le génie avec lequel il commandait ses hommes formèrent un chef qui était désormais craint non seulement par ses ennemis, mais aussi par ceux de Rome qui considéraient avec méfiance son influence croissante. C'était le début d'une énigme de l'histoire qui résonnerait pendant des siècles. Sur le terrain, César n'a pas seulement gagné des batailles, il dominait les cœurs et les esprits. Ses soldats le suivirent avec une loyauté absolue, car ils savaient que sous son commandement, ils étaient destinés à de glorieuses victoires.
Mais la brutalité des campagnes n'est pas passée inaperçue. Des tribus entières ont été décimées, des villes rasées. La puissance militaire de César se consolidait à chaque nouvelle victoire, mais avec elle, l'envie des sénateurs de Rome grandissait également. Pour beaucoup, les conquêtes en Gaule n'étaient pas seulement des triomphes militaires, mais le signe que César construisait une armée personnelle fidèle à lui-même. Et cette loyauté serait le carburant d'une future crise. Le succès de César dans les campagnes des Gaules suscita l'admiration et, en même temps, une peur croissante au Sénat. Ces récits de bataille méticuleusement documentés dressent le portrait d'un leader imbattable. Chaque nouveau territoire conquis était une pierre supplémentaire au fondement de sa domination future. L'histoire semblait destinée à être écrite par ses mains. Cependant, à chaque victoire, l'ombre de la trahison grandissait également. Le Sénat savait que le pouvoir que César accumulait ne pouvait pas être ignoré longtemps. Le mystère de l'histoire était de savoir comment cet homme, qui marchait si souvent sur la frontière ténue entre gloire et tyrannie, maintenait le contrôle d'une Rome dans une méfiance croissante. Ainsi, la légende de César en Gaule consolide non seulement sa puissance militaire, mais aussi son destin. À chaque bataille gagnée, il se rapprochait d'une confrontation inévitable chez lui. Il savait que son ascension bouleversait les puissants de Rome, mais au lieu de battre en retraite, il avança avec encore plus de force. L'avenir de Rome était à la merci d'un homme qui, pour l'instant, semblait invincible. Mais les échos de ses victoires en Gaule commencent à résonner au cœur de Rome, où la peur et la conspiration prennent forme. Le franchissement du Rubicon fut un moment qui scella le sort de Jules César et de Rome. Avec la célèbre phrase « Les dés sont jetés », il traverse le petit fleuve qui marquait la limite entre son autorité de général et le territoire interdit de Rome. La décision de César de revenir avec ses légions fut considérée comme un acte de rébellion contre le Sénat, un défi qui ne pouvait être ignoré. Ce geste était plus qu'un simple choix militaire, c'était le début d'une nouvelle phase de l'histoire, une véritable énigme de l'histoire qui allait ouvrir la voie à la guerre civile. La marche de César était implacable, et Rome était sur le point d'assister à une confrontation qui changerait à jamais son destin. Lorsque César entra triomphalement à Rome, la ville n'était pas préparée à ce qui allait arriver. Le peuple le salua comme un héros, tandis que le Sénat tremblait de peur. L'histoire s'écrivait sous leurs yeux, mais peu de gens se rendaient de compte à quel point l'impact de ce retour serait dévastateur. La confrontation avec Pompée, autrefois son allié au sein du triumvirat, était désormais inévitable. D'anciens amis sont devenus des rivaux mortels, et la guerre civile était la seule issue. César n'est pas seulement revenu pour reprendre le pouvoir, il revint conquérir Rome en tant que nouveau type de leader qui ne s'inclinerait devant personne. Le conflit avec Pompée était une bataille à la fois de force et de stratégie. Tous deux avaient à partager le pouvoir auparavant, mais ils se trouvaient désormais dans des camps opposés dans une guerre qui définirait l'avenir de Rome. Les loyautés de leurs armées étaient divisées et le sort de Rome était en jeu. L'histoire s'est déroulée de manière imprévisible et le mystère de l'histoire résidait dans la question: qui en sortirait victorieux? Pompée, avec sa vaste expérience et ses alliés au Sénat, ou César, avec ses troupes fidèles et son charisme irrésistible? Le temps montrera que le retour de César n'était pas une simple vengeance, mais un coup décisif pour un contrôle absolu. César a pris Rome, non pas comme un général ordinaire, mais comme un dictateur prêt à réformer la ville selon ses propres conditions. Le Sénat, craignant son pouvoir, n'a eu d'autre choix que de l'accepter. La République romaine, avec ses traditions et ses idéaux, était lentement dissoute par un homme qui n'avait aucune intention de partager le pouvoir avec qui que ce soit. Le mystère de l'histoire s'est dévoilé à chaque pas de César, alors qu'il consolidait sa position de leader incontesté de Rome. Le chemin était pavé et la chute de Pompée n'était que le prochain obstacle à éliminer. Jules César, désormais aux commandes de Rome, n'a pas tardé à se déclarer dictateur à vie, un titre qui a solidifié son pouvoir absolu. Pour beaucoup, il était le sauveur de Rome,
celui qui a apporté la stabilité en période de chaos. Mais pour d'autres, il est devenu une menace pour l'essence même de la République. L'histoire nous montre que le pouvoir absolu a tendance à corrompre, et César, même avec ses réformes, a commencé à être considéré comme un homme qui gouvernait d'une main de fer. Le mystère de l'histoire n'était pas seulement de savoir comment il avait acquis ce pouvoir, mais aussi comment il utiliserait cette nouvelle autorité pour remodeler Rome à son image. Les réformes de César, dont beaucoup étaient nécessaires pour stabiliser Rome, étaient considérées par ses alliés comme visionnaires, mais par ses ennemis comme une tentative de contrôle total. Il réorganise le calendrier, lance des projets au profit du peuple et tente d'apaiser les provinces en proie à des troubles. Cependant, à chaque réforme, la peur s'est également accrue parmi les sénateurs. Ils considéraient ces changements comme le prélude à quelque chose de plus sombre, la transformation de Rome en une monarchie déguisée. Le soutien populaire était clair, mais au sein du Sénat, la conspiration commençait à prendre forme, une énigme de l'histoire qui se développait lentement. Les gens considéraient César comme un leader qui faisait enfin quelque chose pour eux. Ses politiques axées sur les masses, telles que la distribution des terres et la réorganisation de la dette, lui ont valu l'admiration de beaucoup. Cependant, cette même popularité était l'une des raisons pour lesquelles les sénateurs craignaient tant son ascension. Ils savaient que s'ils le laissaient régner sans limite, Rome, telle qu'ils la connaissaient, cesserait d'exister. Le mystère de l'histoire réside ici dans la tension croissante entre le soutien populaire et l'opposition sénatoriale. Jusqu'où César irait-il pour consolider son pouvoir? Et jusqu'où ses ennemis lui permettraient-ils d'aller? Ainsi, la peur au Sénat grandissait chaque jour. Jules César était plus puissant que n'importe quel dirigeant avant lui, et c'était quelque chose que beaucoup n'étaient pas disposés à accepter. L'histoire se déroulait de manière imprévisible, avec un dirigeant qui semblait invincible, et une élite politique qui sentait ses bases de pouvoir lui glisser entre les doigts. Le sort de César était déjà scellé, même s'il ne le savait pas encore. Le chapitre suivant de cette histoire impliquait un complot mortel ourdi dans l'ombre du Sénat, une trahison qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. Au sein du Sénat, la méfiance à l'égard de Jules César grandissait comme une ombre implacable. Les sénateurs, qui l'avaient autrefois soutenu, le voient désormais comme un dictateur menaçant les fondements de la République. À chaque décret, à chaque décision, la peur s'intensifiait. Ce n'était pas seulement le pouvoir de César qui les inquiétait, mais aussi la rapidité avec laquelle il consolidait ce pouvoir. L'envie rongeait ceux qui ne pouvaient plus rivaliser avec sa popularité. Et c'est ainsi que les graines de la trahison ont été semées. Le mystère de l'histoire réside dans la façon dont des hommes si proches de César, certains même considérés comme des amis, ont commencé à planifier sa chute. Brutus, personnage central de cette conspiration, était quelqu'un que César n'aurait jamais imaginé voir du côté des traîtres. Pour beaucoup, il était le symbole de la loyauté, un homme qui avait juré de défendre Rome. Mais intérieurement, Brutus était aux prises avec un conflit moral. Loyauté envers votre ami ou fidélité à la République? Le doute le rongeait. Et dans ce moment d'incertitude, Cassius, le grand organisateur du complot, trouva son opportunité. Il savait que sans Brutus, le plan ne réussirait jamais. Ainsi commença la manipulation, transformant Brutus d'ami fidèle en traître réticent. L'énigme du récit est de comprendre ce qui a réellement ému Brutus, le désir de sauver Rome ou le désir de pouvoir déguisé en devoir. Les premières réunions du complot commencèrent subtilement, presque imperceptiblement. Un commentaire ici, une suggestion là. Petit à petit, les traîtres se rassemblent dans l'ombre, discutant de l'avenir de Rome sans César. Le Sénat est devenu le théâtre d'une conspiration meurtrière, chaque participant jurant un silence absolu. Ils savaient que s'ils étaient découverts, la vengeance de César serait impitoyable. Chaque décision prise était une dangereuse roulette, un pari contre l'homme le plus puissant de Rome. Le mystère de l'histoire ne réside pas seulement dans l'acte final de trahison, mais aussi dans la préparation minutieuse et l'incertitude
qui planait sur chaque rencontre secrète. Et puis, la trahison a commencé à prendre forme. La peur était palpable, mais la décision était déjà prise. César doit être destitué, quel qu'en soit le prix. Le Sénat était divisé entre ceux qui croyaient en la République et ceux qui craignaient pour l'avenir de Rome sous le contrôle d'un seul homme. L'envie et la peur ont façonné les mains qui tiendraient les poignards, et le plan a commencé à se dérouler. L'histoire était sur le point de changer à jamais, et le sort de César était déjà scellé, même s'il ne le savait pas encore. L'énigme allait bientôt se dévoiler, révélant la trahison la plus choquante de l'histoire romaine. L'amitié entre Brutus et Jules César était considérée par beaucoup comme inébranlable. César avait en Brutus plus qu'un allié politique. Il le considérait comme un protégé, presque comme un fils. Cette relation symbolisait la loyauté qui soutenait les piliers de Rome. Mais comme l'histoire nous l'enseigne, même les fondations les plus solides peuvent s'effondrer face à des intérêts contradictoires. Brutus, portant le poids du nom et de l'histoire de sa famille, se retrouve au milieu d'un dilemme mortel. Suivre César, l'homme qui l'a élevé, ou trahir son mentor au nom de la République. Le mystère de l'histoire ne réside pas seulement dans la trahison de Brutus, mais dans ce qui l'a conduit à cette décision dévastatrice. La loyauté de Brutus envers la République était aussi forte que sa loyauté envers César. Il se considérait comme un défenseur de la liberté romaine, destiné à préserver les idéaux que ses ancêtres avaient établis. Cependant, la tyrannie croissante de César mit cette loyauté en échec. Le doute rongeait Brutus. César, l'homme qu'il admirait, était-il responsable de la destruction de Rome? La décision de trahir César n'a pas été prise à la légère. Brutus passa des nuits blanches, tourmenté par ce choix. L'amour de la République suffirait-il à justifier la mort d'un homme qui a tant fait pour elle? C'est cette énigme qui rend l'histoire de Brutus si complexe. Cassius, rusé et manipulateur, remarqua l'hésitation de Brutus et sut exactement comment l'utiliser à son avantage. Il savait que Brutus était la clé pour légitimer le complot. Sans Brutus, le meurtre de César ressemblerait à un acte de lâcheté. Avec lui, cela apparaîtrait comme un acte de salut pour la République. Cassius profita de chaque occasion pour rappeler à Brutus son devoir envers Rome, alimentant le doute qui existait déjà dans son cœur. Et voilà, la décision a été prise. Brutus, l'homme que César considérait comme son ami le plus fidèle, serait l'un de ceux qui lèveraient la lame contre lui. Le mystère de l'histoire ne réside pas seulement dans la trahison, mais dans la complexité des sentiments qui ont conduit Brutus à agir contre son propre mentor. Et maintenant, avec Brutus compromis, la relation qui définissait Rome était sur le point de s'effondrer. L'amitié qui symbolisait autrefois la loyauté allait désormais devenir le centre de la trahison la plus dévastatrice de l'histoire romaine. Brutus, rongé par le devoir et la culpabilité, marcha vers un destin qui marquerait son nom à jamais. Rome était sur le point d'être témoin d'un acte qui allait changer à jamais le cours de son histoire. Et Brutus, au fond de son cœur, savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La trahison approchait et le prix serait payé en sang. La conspiration qui se dessinait contre Jules César était minutieusement orchestrée. Dans le silence des salles obscures du Sénat, des hommes autrefois considérés comme des alliés ont comploté le sort du dirigeant le plus puissant de Rome. Le cercle des conspirateurs s'agrandit chaque jour, rassemblant ceux qui craignaient l'accession de César au pouvoir absolu. Ils savaient que si rien n'était fait, Rome pourrait tomber entre les mains d'un tyran. Le mystère de l'histoire réside ici dans la façon dont tant de sénateurs, d'origines et de motivations diverses se sont réunis dans un seul objectif, écarter César du pouvoir à tout prix. Cette union improbable était cimentée par la peur et l'envie. Les conspirateurs avaient besoin d'un plan parfait. Ils savaient que César était un homme puissant, aimé du peuple et protégé par une armée fidèle. Toute tentative d'élimination devait être réalisée avec une précision chirurgicale. Le choix du lieu était crucial. Ils ont décidé que le Sénat serait le théâtre de cet acte final. Là,
César serait désarmé, vulnérable, entouré de ceux qui, aux yeux de tous, devraient être ses alliés. L'ironie ne pourrait être plus grande. L'endroit même où il avait consolidé tant de pouvoir serait le théâtre de sa chute. L'énigme de l'histoire n'est pas seulement la conspiration elle-même, mais la symbolique du lieu choisi pour sa fin. Une dernière hésitation pesait encore sur certains conspirateurs. Même avec un plan bien élaboré, la peur d'être découvert était constante. Que se passerait-il si César soupçonnait quelque chose? Sa vengeance serait impitoyable. Certains se sont demandé s'ils étaient prêts à payer le prix si le plan échouait. D'autres, cependant, y voyaient la seule issue pour sauver Rome d'un avenir incertain. Les discussions, d'abord silencieuses et discrètes, se font désormais plus intenses. La tension augmentait à chaque rencontre, avec la certitude qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. La trahison était déjà en cours et le sort de César était scellé, même s'il n'avait pas encore commencé. Une fois le serment de silence prêté, la conspiration était terminée. Chaque membre du cercle connaissait exactement son rôle et les enjeux. Aucun mot du plan ne pouvait échapper. Il savait que si le secret était révélé trop tôt, il n'y aurait pas de pardon. La peur de César était aussi grande que le désir de le voir tomber. L'histoire allait donc prendre un tournant irréversible. Le mystère de l'histoire ici n'est pas seulement l'acte de trahison, mais la confiance que ces hommes s'accordent les uns aux autres, sachant qu'une seule erreur pourrait signifier la mort de tous. Les Ides de mars marquent le jour où le sort de Jules César est scellé. Il avait été prévenu à maintes reprises des mauvais présages entourant cette date, mais, confiant en son pouvoir et son autorité, il a ignoré tous les avertissements. Un oracle lui disait de faire attention aux Ides de mars, mais César, habitué à gagner des batailles impossibles et à surmonter tous les obstacles, ne croyait pas que sa vie puisse se terminer si brusquement. L'histoire de sa mort s'écrivait entre les lignes de présages ignorés, et le mystère de l'histoire était de savoir comment un homme aussi puissant pouvait être aveugle au danger imminent. En ce jour fatidique, César s'est dépêché de comparaître devant le Sénat sans savoir que ce serait son dernier pas vers l'immortalité tragique. L'atmosphère au Sénat était chargée de tension. Les sénateurs, qui s'inclinaient devant lui, attendaient désormais en silence, chacun cachant ses véritables intentions. Le silence qui régnait était le prélude à un coup d'État qui allait changer à jamais le cours de Rome. La tragédie était sur le point de se produire et le mystère de l'histoire se déroulait aux yeux de chaque sénateur qui attendait le bon moment pour attaquer. Lorsque César arriva enfin, le Sénat était enveloppé dans une atmosphère dense et oppressante. La tension était palpable. Chaque pas de César était accompagné de regards froids et calculateurs. L'homme qui avait dominé le monde par ses conquêtes était désormais vulnérable. Les conspirateurs se sont positionnés avec précaution, attendant le moment précis pour lancer l'attaque. Le silence était accablant, et le temps semblait s'écouler, comme si l'univers lui-même retenait son souffle avant de porter le coup fatal. Le mystère de l'histoire résidait dans le fait que, jusqu'à la dernière seconde, César n'avait aucun soupçon de ce qui allait arriver. Et puis, le coup final a commencé. Le premier coup fut porté, et le silence du Sénat fut rompu par la violence brutale de la trahison. César tenta de résister, luttant pour sa vie, mais les attaques furent incessantes. L'homme le plus puissant de Rome était en train d'être renversé par ceux qu'il croyait être ses alliés. Le mystère de l'histoire, révélé au moment où Brutus leva la lame contre lui, était plus profond que tout autre. « Même toi, Brutus ?» La question résonna au Sénat, marquant à jamais la trahison la plus célèbre de l'histoire romaine. L'assassinat de Jules César était une exécution méticuleusement planifiée, mais brutale dans son exécution. Dès le premier coup porté, le Sénat sombre dans le chaos. Un à un, les conspirateurs s'approchèrent, le poignard à la main, et chacun enfonça sa lame dans le corps de celui qui, jusque-là, était le plus puissant de Rome. Il y a eu 44 coups de couteau au total, chacun rempli de peur, d'envie et, pour certains, d'un sentiment de devoir envers la République.
L'histoire s'y dessinait, entre les colonnes du Sénat, tandis que le corps de César était réduit à un amas de blessures. Le mystère de l'histoire ne réside pas seulement dans le nombre de coups, mais dans le symbolisme derrière chaque coup, porté par ceux qui sont censés être ses alliés. César tenta d'abord de résister. Le premier coup de couteau l'a pris par surprise, mais il s'est vite rendu compte qu'il était encerclé. Ses mouvements, autrefois rapides et décisifs au combat, devenaient désormais lents, et sa force semblait s'échapper de son corps à chaque nouveau coup. C'était comme si le destin lui-même conspirait contre lui à ce moment-là. Les sénateurs, autrefois ses sujets, devinrent désormais ses bourreaux. L'énigme de l'histoire réside dans la rapidité avec laquelle ces hommes, saisis par le besoin d'éliminer une menace, se sont transformés en meurtriers. La scène était sanglante et surréaliste, comme si le temps s'était arrêté à ce moment-là. Le coup final, celui qui immortalisa la trahison de Brutus, fut celui qui eut le plus grand impact. Brutus, l'ami, le protégé, s'approcha avec hésitation, mais balança la lame. « Même toi, Brutus ?» La question posée par César, la voix étranglée par la douleur et l'incrédulité, résonna dans tout le Sénat et à travers le temps. Ce n'était pas seulement un coup physique, c'était un coup porté à l'âme de César, qui, à ce moment-là, réalisa qu'il avait perdu plus qu'une bataille. J'avais perdu confiance, amour et fidélité. Le mystère de l'histoire se révèle dans la raison pour laquelle Brutus, avant tout, a décidé de lever la main contre celui qui lui faisait tant confiance. Ainsi, le corps de Jules César, déchiré par 44 coups de couteau, tomba sur le parquet du Sénat. Le silence revint, mais l'écho de ce qui s'y était passé résonnerait dans toute Rome. L'homme qui a conquis des terres, défié le Sénat et façonné le destin d'un empire avait été détruit non pas par ses ennemis sur le terrain, mais par ceux qui l'entouraient dans sa propre maison. L'histoire de Rome ne sera plus jamais la même, et les 44 coups de couteau devinrent le symbole de la trahison la plus célèbre de tous les temps. Après le dernier coup d'État, le silence s'est emparé du Sénat. Le corps de Jules César, ensanglanté et sans vie, resta étendu sur le sol, spectacle terrifiant qui figea quelques instants les conspirateurs. Ils avaient planifié le meurtre avec précision, mais la réalité de ce qu'ils venèrent de commettre semblait bien plus lourde qu'ils ne l'imaginaient. Le mystère de l'histoire réside dans ce bref moment de silence où la panique et le doute ont commencé à émerger. Que viendrait-il ensuite? Les tueurs se regardèrent, certains tenant toujours des lames ensanglantées, alors que l'énormité de leurs actes commençait à peser sur leur conscience. La panique commença bientôt à s'emparer des conspirateurs. Que se passerait-il maintenant que l'homme le plus puissant de Rome était mort? Ils avaient destitué César, mais le vide de pouvoir qu'ils laissaient derrière eux ressemblait à un abîme incontrôlable. Le Sénat, autrefois centre des débats et des décisions, était désormais le théâtre d'une tragédie, et les répercussions de cette action étaient imprévisibles. Le peuple qui aimait tant César serait au courant de la trahison. Le doute planait sur eux. Seraient-ils acclamés comme héros de la République ou condamnés comme traîtres? L'histoire de Rome était à un point de rupture, et le mystère de l'histoire tournait désormais autour de l'avenir incertain qui se déroulait. Rome, une ville connue pour ses grandes foules et ses conflits politiques, a sombré dans le chaos. La nouvelle de la mort de César se répandit comme une traînée de poudre dans les rues. Le peuple, étonné et furieux, commença à réclamer justice. Les rues sont devenues dangereuses et le vide de pouvoir laissé par la mort de César s'est rapidement transformé en crise. La République que les conspirateurs prétendaient sauver était désormais au bord de l'effondrement. Le tollé populaire appelait à la vengeance et les conspirateurs, qui se considéraient auparavant comme des sauveurs, craignaient désormais pour leur propre vie. L'énigme de l'histoire réside ici dans l'ironie de leur action. En essayant de protéger Rome d'un tyran potentiel, ils ont plongé par inadvertance la ville dans le chaos. Le tollé populaire était assourdissant. César avait été aimé du peuple et sa mort ne serait pas acceptée si facilement. La foule, envahie par la colère, commença à se rassembler dans les rues, exigeant la tête de ceux qui osaient trahir celui qu'ils considéraient comme un héros.
La République romaine, déjà en lambeaux, était désormais confrontée à un avenir sombre. Les conspirateurs savaient qu'ils ne pouvaient pas contrôler le sort qu'ils avaient déclenché. Le silence du Sénat avait été brisé par le chaos dans les rues, et les conséquences de leurs actions continueraient de se répercuter dans toute Rome. L'histoire de Rome était en train de changer, et le mystère de l'histoire était désormais de savoir comment ils allaient échapper à la toile qu'ils avaient créée. Marc-Antoine, fidèle allié de Jules César, est loin d'être un personnage oublié. Lorsque César tomba, Marc-Antoine se positionna rapidement comme le principal défenseur de son héritage. Il savait que, dans le cœur du peuple, la mémoire de César régnait encore, et il décida d'en tirer parti à son avantage. Alors que les conspirateurs étaient paniqués, Marc-Antoine commença à planifier sa propre vengeance. Le mystère de l'histoire ici réside dans la façon dont il a transformé la mort de César en une plateforme de pouvoir. Sans avoir été officiellement nommé héritier, il s'impose comme le défenseur de César, gagnant la confiance et la loyauté du peuple. Le discours de Marc-Antoine, lors des funérailles de César, fut un moment déterminant. Avec des paroles enflammées, il a suscité la colère populaire, transformant le chagrin en colère. Ces paroles résonnaient à toutes les oreilles, incitant la population contre les traîtres. Il a joué magistralement le jeu de la politique et de l'émotion, décrivant César comme un martyr injustement assassiné. Le mystère de l'histoire réside dans la capacité de Marc-Antoine à manipuler le récit, transformant les funérailles en un appel à l'action. La République, que les conspirateurs avaient tenté de sauver, allait être détruite par la fureur d'un peuple en colère. Lorsque le testament de César fut révélé, Marc-Antoine fut surpris. César avait légué des biens considérables au peuple romain, garantissant que son nom resterait gravé dans la mémoire avec affection et gratitude. Cela a encore renforcé le lien entre Marco Antonio et le peuple. Sans en être l'héritier officiel, il a utilisé cette volonté pour atteindre les masses, assurant ainsi la croissance de son propre pouvoir. L'énigme de l'histoire est ici de savoir comment Marc-Antoine, sans avoir le titre officiel, a réussi à prendre les rênes de Rome, poussé par la force de la mémoire de César. Son mouvement était calculé, et chaque pas le rapprochait du contrôle absolu. C'est ainsi qu'une nouvelle lutte pour le pouvoir a commencé. Marc-Antoine savait que les conspirateurs ne pouvaient être pardonnés, et que le chaos à Rome serait pour lui l'occasion de consolider son pouvoir. Le peuple était de son côté, et la mort de César serait le tremplin de son propre essor. Cependant, le chemin vers le pouvoir ne sera pas facile. D'autres avaient également les yeux rivés sur le trône libéré par César, et Rome était sur le point de plonger dans un nouveau chapitre de disputes et de guerres. Le mystère de l'histoire commençait tout juste à se dévoiler, et Marc-Antoine allait être l'une des pièces centrales de ce nouveau jeu de pouvoir. La mort de Jules César marque non seulement la fin d'une vie, mais aussi le début de l'effondrement de la République romaine. Sa présence dominatrice et ses réformes visaient à façonner une Rome plus forte et plus stable, mais sa mort a révélé le contraire. Une ville au bord du chaos. Les luttes de pouvoir, qui ont toujours existé dans l'ombre, sont désormais apparues avec toute leur force. Le mystère de l'histoire réside dans l'ironie de cette transition. L'homme que beaucoup croyaient être le tyran qui menaçait Rome était en fait le pilier qui empêchait sa chute. Sans lui, Rome commença à s'effondrer dans des conflits internes qui préfiguraient l'Empire. Les réformes de César, auparavant considérées avec méfiance par ses adversaires, étaient désormais évoquées avec une certaine nostalgie. Il avait réorganisé la politique, pacifié les provinces, distribué des terres au peuple et même ajusté le calendrier. Pour certains, ces actions étaient la preuve qu'il était devenu plus qu'un leader. Il se considérait comme l'architecte d'une nouvelle Rome. Cependant, le mystère de l'histoire est que si ces réformes ont construit une Rome plus forte, elles ont également sapé les fondements de la République qu'il disait vouloir préserver. Pour les sénateurs, leur vision de l'avenir était considérée comme une menace pour le pouvoir traditionnel. Le nom de César est devenu plus qu'un titre.
est devenu synonyme de pouvoir. Après sa mort, César est devenu un titre impérial, porté par tous les dirigeants qui suivraient. L'homme qui a commencé comme général ambitieux est devenu une icône, un symbole de ce que Rome allait devenir, un empire gouverné par des empereurs qui s'appelleraient eux-mêmes César. L'énigme de l'histoire est ici la transformation de son nom de personne en institution. Un homme trahi par ses pairs devient l'archétype du pouvoir romain dont l'ombre durera des siècles. Et avec sa mort, un héritier émerge, Auguste, le jeune petit-neveu de César, qui deviendra le premier empereur de Rome. Sous son règne, Rome passerait du statut de république à celui d'empire le plus puissant de l'histoire. L'héritage de César était complet. L'homme qui avait été trahi pour avoir lutté pour le pouvoir absolu voyait désormais son rêve se réaliser, non pas par ses mains, mais par celles de son successeur. La République romaine avait pris fin, et à sa place naissait un empire qui allait changer le cours de l'histoire du monde. Et le nom de César, au lieu de disparaître avec la mort, devint immortel. Après la mort de César, Brutus se retrouva dans une situation qu'il n'avait jamais imaginée. Le poids de la trahison commença à peser sur ses épaules de manière presque insupportable. Il pensait qu'en tuant César, il sauverait Rome d'une tyrannie imminente, mais il ne prévoyait pas l'effondrement moral qui l'accompagnerait. Le mystère de l'histoire réside ici dans la façon dont Brutus, l'homme qui avait agi au nom de la République, a commencé à remettre en question sa propre décision. Ce qui semblait être un acte d'héroïsme s'est vite transformé en une spirale de doutes et de regrets. Le nom autrefois respecté de Brutus était désormais éternellement lié à la trahison la plus célèbre de l'histoire. La fuite de Brutus était inévitable. Rome, en proie au chaos et au tollé populaire, n'était plus en sécurité pour lui. Avec d'autres conspirateurs, il s'enfuit, essayant de maintenir vivante l'idée qu'il avait agi pour le bien de la République. Cependant, la culpabilité le suivait comme une ombre. À chaque étape, Brutus se demandait s'il avait vraiment fait la bonne chose. Lui, autrefois considéré comme un défenseur de la liberté, porte désormais le titre de traître. L'histoire, de tout son poids, s'est abattue sur lui. L'énigme de l'histoire réside dans la façon dont Brutus, malgré sa rationalité et ses principes, n'a pas pu échapper aux conséquences émotionnelles de son action. Dans ses réflexions, Brutus commença à prendre conscience de la profondeur de son erreur. Il avait agi contre un homme qu'il considérait comme un ami, et Rome était désormais au bord de la destruction. Le chaos qu'il croyait éviter en tuant César s'est déroulé sous ses yeux. Et il savait que son action avait déclenché tout cela. Le mystère de l'histoire réside dans la complexité des sentiments de Brutus, son devoir envers la République et son regret d'avoir levé la main contre César. Cette dualité le tourmentait, et chaque jour qui passait, le doute s'approfondissait. La bataille finale de Brutus ne se déroulerait pas au Sénat, mais sur le terrain ouvert. Marc-Antoine et Octave, tous deux déterminés à venger César, le traquèrent sans relâche. Brutus, malgré ses compétences militaires, savait qu'il menait une guerre qu'il ne pouvait pas gagner. Sa mort était l'aboutissement inévitable d'une trahison qui ébranla Rome. Et au final, ce qui restait de Brutus n'était que le fardeau de la culpabilité, un poids qu'il porterait jusqu'à son dernier souffle. Le mystère de l'histoire, plus que la trahison elle-même, réside dans la manière dont un homme si respecté en est arrivé à ce point tragique et inévitable. Cassius, l'un des instigateurs de la conspiration contre Jules César, était animé non seulement par un souci pour la République, mais aussi par un sentiment très humain, l'envie. Il considérait César comme un rival, quelqu'un dont l'ascension rapide et implacable menaçait son propre statut et son pouvoir. Le mystère de l'histoire réside dans la façon dont les motivations de Cassius étaient mélangées entre le devoir public et les intérêts personnels. Sa capacité à manipuler, notamment Brutus, était fondamentale pour le succès de la conspiration. Mais ce qui émut Cassius, au fond, n'était pas seulement le bien de Rome, mais la peur d'être éclipsé par le génie de César. La relation entre Cassius et Brutus
est l'un des points les plus intrigants de cette histoire. Cassius savait que sans Brutus, le meurtre de César ressemblerait à un acte égoïste, peut-être même lâche. Avec Brutus à ses côtés, la conspiration gagnerait en légitimité et gagnerait le soutien de ceux qui voyaient encore de l'espoir dans la République. Ainsi, Cassius est devenu un maître de la manipulation, convainquant Brutus de participer à l'acte qui allait changer l'histoire de Rome. L'énigme de l'histoire réside ici, dans la façon dont Cassius a joué sur les émotions de Brutus, transformant ses doutes et sa loyauté en une arme puissante contre César. Les motivations de Cassius, bien que complexes, étaient toujours enracinées dans un mélange d'ambition et de peur. Il craignait que César, avec sa puissance croissante, ne finisse par détruire toute chance de liberté que Rome avait encore. Mais en même temps, sa propre ambition l'a aveuglé sur les véritables enjeux. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme de l'homme qui a sauvé Rome. Mais l'histoire se souviendra de lui différemment, comme l'homme qui a mené une trahison, qui a conduit au chaos. Le mystère de l'histoire réside dans la façon dont Cassius, malgré sa ruse, n'a pas réussi à prédire l'effondrement que son action allait déclencher. En fin de compte, Cassius a également connu son sort. Comme Brutus, il fut pourchassé par Marc-Antoine et Octavien, et sa mort scella la fin de leur conspiration. Lui qui s'était positionné en défenseur de la liberté, a fini sa vie en traître aux yeux de beaucoup. L'héritage de Cassius reste cependant entouré de mystères. Était-il un méchant ou un défenseur de la République perdu dans ses propres ambitions? L'histoire n'offre pas de réponse facile, mais son nom reste l'un des plus controversés parmi les conspirateurs de César. La mort de Jules César déclenche une série d'événements qui scellent le sort de Rome, la transformant d'une république en empire. Le vide de pouvoir laissé par sa mort s'est rapidement transformé en une bataille entre ceux qui cherchaient à combler ce vide. Le Sénat, qui se considérait autrefois comme le gardien de la République, était désormais en ruine, incapable de contrôler les forces déchaînées par César. Le mystère de l'histoire réside ici dans la façon dont la tentative de sauver la République a abouti à sa destruction ultime. Les factions se sont élevées et la guerre civile est devenue inévitable. La lutte entre Marc-Antoine et Octave, tous deux revendiquant le pouvoir, prit rapidement le centre de la politique romaine. Chacun, à sa manière, tente de se positionner comme le successeur légitime de César. Le Sénat, affaibli et divisé, n'a plus la main sur le destin de la ville. La fin des libertés républicaines, que craignaient tant les conspirateurs, fut le fait de ceux qui luttèrent pour l'héritage de César. L'énigme de l'histoire réside dans la façon dont les mesures prises pour préserver la République ont abouti à une centralisation encore plus grande du pouvoir. Rome était à l'aube d'un nouveau départ, qui n'incluait plus la démocratie pour laquelle elle s'était battue. Avec l'avènement d'Octave, plus tard connu sous le nom d'Auguste, la République romaine prit officiellement fin. Sous Auguste, Rome devint le plus grand empire que le monde ait jamais connu. Les structures politiques qui équilibraient autrefois le pouvoir entre le Sénat et les chefs militaires sont désormais dissoutes. L'empire naît des cendres de la République, et le titre de César devient synonyme d'empereur. Le mystère de l'histoire réside dans la façon dont un seul meurtre a changé le cours d'une civilisation. La République, autrefois forte et imposante, est devenue un lointain souvenir, remplacé par la force implacable d'un empire. La transition de Rome de la République à l'Empire était inévitable après la mort de César. L'homme qui avait été trahi par ses pairs a fini par ouvrir la voie à quelque chose de bien plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. L'histoire romaine était en train d'être réécrite, et le mystère de l'histoire demeure: comment les tentatives visant à sauver une forme de gouvernement ont abouti à sa transformation totale. L'Empire romain, né du sang et de la trahison, dominera le monde pendant des siècles, et le nom de César résonnera comme l'un des piliers de ce nouveau monde. Après l'assassinat de Jules César, une série de mythes et de légendes ont commencé à émerger autour de sa figure. Comme c'est le cas pour de nombreux grands dirigeants, sa mort n'a pas mis fin à son influence sur le monde. Au contraire, elle a élargi sa légende.
Les superstitions entourant sa vie et sa chute ont été largement discutées. Les rapports de présage avant sa mort, comme le célèbre avertissement d'un oracle concernant les ides de Mars, ont gagné du terrain. Le mystère de l'histoire ne réside pas seulement dans les faits entourant sa mort, mais aussi dans les signes et présages qui l'ont précédé. Pour beaucoup, la mort de César était déjà inscrite dans les étoiles. Un destin inéluctable. Les présages prédisant sa chute sont devenus partie intégrante du folklore romain. Des histoires de phénomènes surnaturels avant sa mort, telles que de violentes tempêtes et des visions de comètes dans le ciel, commencèrent à être fréquemment racontées. Ces récits ont transformé la mort de César en quelque chose de presque mystique, comme si l'univers avertissait de la tragédie imminente. L'énigme de l'histoire réside dans la façon dont ces signes ont été ignorés par César, un homme qui se croyait au-dessus du destin. Ces mythes ont ajouté une couche de mystère à son histoire, amplifiant encore l'impact de sa mort. Après sa mort, la figure de César a commencé à transcender l'homme qu'il était de son vivant. Il en est venu à être considéré comme une figure presque divine, vénérée par de nombreux Romains. Son héritage fut enveloppé d'une aura de pouvoir mystique et le culte de César se renforça. Il n'était plus seulement le général ou le dictateur, il était devenu une légende, un symbole d'autorité. Le mystère de l'histoire réside ici dans la façon dont la mort de César l'a élevé à ce statut presque surnaturel, quelque chose que peu de dirigeants dans l'histoire ont réussi à atteindre. Son nom est devenu synonyme de pouvoir absolu, une référence pour tous les dirigeants qui lui ont succédé. Le culte de César a non seulement perpétué sa mémoire, mais a également consolidé l'idée qu'il était devenu quelque chose de plus grand qu'un simple mortel. La déification de César, officiellement réalisée après sa mort, marqua le début d'une nouvelle ère à Rome, où les empereurs étaient considérés comme des divinités vivantes. L'homme qui parcourait autrefois les rues de Rome était désormais vénéré comme un dieu, et sa mort est devenue un événement mythologique. Le mystère de l'histoire réside dans la manière dont cette transition de l'homme au mythe a influencé la façon dont Rome considérait le pouvoir. La figure de César, entourée de mythes, continuera à hanter Rome pendant des générations. La vie et la mort de Jules César offrent une profonde leçon sur la nature de l'ambition et le coût du pouvoir. Il fut sans aucun doute l'un des dirigeants les plus brillants et les plus audacieux de l'histoire. Mais son désir de contrôle absolu a conduit à une fin tragique. Son parcours, de héros à victime d'un complot, montre à quel point la frontière entre gloire et tragédie peut être incroyablement mince. Le mystère de l'histoire réside dans la façon dont l'homme qui a apporté la grandeur à Rome, avec ses victoires militaires et ses réformes sociales, a également semé les graines de sa propre chute en remettant en question les institutions qui soutenaient la République. Cette dualité est un éternel exemple du prix à payer de l'ambition. Le pouvoir absolu de César, qui lui a permis d'accomplir tant de choses, a également causé sa perte. À mesure qu'il accumulait de plus en plus de contrôle, il s'aliénait ses alliés et se créait des ennemis implacables. Pour beaucoup, il était devenu un tyran, ce qui justifiait sa mort. L'histoire de Jules César nous rappelle que si le pouvoir peut apporter de grandes réalisations, il peut aussi corrompre et isoler. L'énigme de l'histoire est de savoir comment le même charisme qu'il a porté au sommet n'a pas pu le protéger de l'envie et de la peur que son pouvoir générait. La tragédie de César est une réflexion sur la fragilité du pouvoir humain, même entre les mains d'un homme aussi formidable. Sa mort n'enlève cependant rien à sa gloire. Au contraire, elle a solidifié son héritage d'une manière encore plus profonde. L'impact de ses conquêtes militaires, les réformes qu'il a mises en œuvre et la transformation qu'il a apportée à Rome ont continué à résonner longtemps après sa mort. Pour les érudits et les dirigeants qui lui succédèrent, César était une énigme, un homme dont l'ambition était à la fois sa force et sa destruction. L'histoire de Jules César nous rappelle que même si le pouvoir peut être acquis, le conserver constitue un défi bien plus grand.
Sa vie nous enseigne que la frontière entre le succès et l'échec, entre la gloire et la tragédie, est souvent plus mince qu'on ne peut l'imaginer. L'héritage éternel de Jules César est à la fois une inspiration et un avertissement. Il a laissé une marque indélébile dans l'histoire du monde, mais sa chute a également servi d'avertissement aux futurs dirigeants. Le pouvoir qu'il désirait tant et qu'il obtenait avait un prix qu'il ne pouvait finalement pas payer. L'histoire de César est un mélange de gloire et de tragédie, de victoires incomparables et de morts brutales. Le mystère de l'histoire est de savoir comment un homme qui a accompli tant de choses a fini par devenir victime de sa propre ambition. Et, en fin de compte, la question qui reste est la suivante. La gloire vaut-elle le prix de la tragédie? La mort de Jules César marque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle Rome, une ville et un empire qui ne seront plus jamais les mêmes. Son assassinat n'était pas seulement un acte isolé, mais le symbole d'une transition douloureuse où la République qui régnait depuis des siècles cédait la place à l'Empire, forgé dans le sang de ses dirigeants. La mémoire de César, héros pour beaucoup, tyran pour d'autres, est inscrite dans l'histoire comme l'une des figures les plus complexes de Rome. Le mystère de l'histoire réside ici dans la manière dont son héritage, né de l'ambition et de la trahison, a façonné le destin de toute une civilisation. Pour beaucoup, César était le héros qui tentait de sauver Rome d'elle-même. Mais sa mort révéla une ville divisée, consumée par des conflits internes et une soif de pouvoir. La mémoire de César fut à jamais liée à la chute de la République et à la montée d'un empire qui allait changer le monde. Rome, cette ville autrefois gouvernée par des sénateurs et des conseils, était désormais aux mains d'empereurs portant le titre de César. L'héritage du sang de Rome s'écrit à ce moment-là, et l'action des conspirateurs, qui croyaient sauver la République, ouvrit en fait les portes d'une nouvelle ère d'empereurs. La trahison de Brutus et de ses compagnons, si choquante et brutale, n'apporta pas le salut qu'ils espéraient. Au contraire, elle plonge Rome dans une période de guerre civile et de lutte pour le pouvoir, où le Sénat perd son autorité et où la figure de l'empereur apparaît comme la seule force capable de maintenir l'ordre. Le mystère de l'histoire est de savoir comment un acte aussi tragique et sanglant, qui aurait dû préserver la liberté, a fini par détruire la République, même qu'il voulait sauver. Le prix de la trahison a été payé non seulement par le sang de César, mais aussi par la fin d'une forme de gouvernement qui avait duré des siècles. Ainsi, l'héritage de César a continué à résonner dans les couloirs du pouvoir à Rome. Chaque empereur qui le suivit portait son nom et son ombre. L'histoire de Rome, marquée par les conquêtes et la gloire, fut aussi une histoire de sang et de trahison. L'héritage de Jules César, avec toute sa gloire et sa tragédie, reste encore aujourd'hui une énigme de l'histoire, un rappel que le pouvoir et la politique sont des terrains dangereux. Sa mort a été un tournant pour Rome et son histoire, écrite avec des poignards et du sang, continue d'inspirer et d'intriguer des générations. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci